Bonjour, Sarko m'a tué. Ce livre de deux journalistes du Monde qui donne la parole à 27 pestiférés de l'État Sarkozy, ce livre peut-il à son tour tuer Sarkozy ou au moins contribuer à l'affaiblir et contribuer éventuellement à sa défaite? Nous essaierons dans cette émission de cerner l'impact de ce livre, son ambition, mais aussi ses secrets de fabrication et ses limites, et nous le ferons évidemment avec les deux auteurs du livre, deux journalistes au Monde, Fabrice Lhomme qui est déjà sur ce plateau et Gérard Davet qui va nous rejoindre dans une seconde. Mais pas seulement, nous le ferons aussi en compagnie de deux tués du Sarkozystan, Jacques Espérandieu, journaliste, ancien directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Vous êtes parmi les 27 qui avaient donné votre témoignage à Lhomme et Davet. Et un haut fonctionnaire, Yannick Blanc, vous occupiez des régularisations d'étrangers à la préfecture de police de Paris. Et vous êtes aussi parmi... Alors, vous avez été remercié, on verra dans quelles circonstances. Et vous avez aussi, évidemment, donné votre témoignage. Alors, quand je dis deux, en fait, c'est trois, puisque notre ami Didier Porte, qui fait sa rentrée, figure aussi parmi les tués du Sarkozystan, les 27 prestigieuses victimes. J'ai lu, j'ai parcouru, j'ai encore la larme à l'œil. Hein. Voilà, de ce qui vous concerne. Mais on en dira un mot, si vous voulez, après votre chronique. Alors, d'autant plus que, pour un mort, vous vous portez quand même bien, puisque vous venez de faire votre rentrée dans une prestigieuse... On va en parler. D'abord, vous allez me dire si vos vacances à Ibiza sont bien passées, hein, Daniel. Bon, je voudrais pas jouer les rabat-joie le jour de ma rentrée, mais vous n'auriez jamais dû inviter ces deux gugus, qui sont la honte de la profession. Ils ne vérifient pas leurs informations. J'ai regardé Jean-Michel Apathy hier soir sur Canal+. Qu'est-ce qu'il leur a mis à ces zigotos, hein? Ah, il les a recadrés sévères, ces deux gros nuls. Alors vous allez me dire, Apathy, il est bien gentil de donner des leçons de journalisme à tout le monde, mais c'était quand la dernière fois qu'il a sorti une information? C'est vrai que quand on n'en sort jamais, elles sont plus faciles à recouper. Et oh, je vous arrête tout de suite, halte au feu, Apathy, il sort régulièrement des scoops, mais uniquement dans son domaine de compétence, l'économie. Absolument, c'est sa spécialité. Ainsi, c'est lui qui a découvert l'information suivante. S'il y a la crise, c'est parce que nous, les Français, nous vivons au-dessus de nos moyens et pour en sortir, nous devons nous serrer la ceinture. Convenez que ça, c'est une vraie info. Hein. C'est autre chose que vos histoires de juges qu'a entendu une infirmière dire qu'elle n'avait pas voulu dire, mais qu'elle avait fini par dire avant de se rétracter tout en le disant sans le dire. Et puis, Apathy, son info, il l'a recoupée, lui, auprès de deux sources différentes, Laurence Parisot et Jean-Marc Sylvestre. Attention, hein, quand il dit « les Français doivent se serrer la ceinture », il parle de ceux qui ne travaillent pas à Canal+. Quand tu travailles à Canal+, comme tu gagnes énormément de pognon, que tu mérites, ah bah oui, si on t'en donne énormément, c'est que évidemment tu le mérites. C'est si on t'en donne pas beaucoup qu'il y a un doute. Demandez à Laurence Parisot et Jean-Marc Sylvestre, ils sont catégoriques sur la question. C'est compliqué l'économie, hein. Donc quand tu travailles à Canal+, comme tu gagnes énormément de pognon que tu mérites, tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, mais plutôt en dessous. Par conséquent, tu n'as aucune raison de te serrer la ceinture. Voilà, hein. Bon, non, mais attendez, Didier, c'est juste une seconde, c'est quand même votre collègue de bureau maintenant, Apathy, à RTL, non? Un tout petit peu. Voilà, vous êtes au courant, merde. Je pensais que personne n'aurait remarqué, bah oui, tout le monde m'en parle, je ne sais pas ce qui m'a pris, Stéphane Bern m'a proposé une chronique, voilà, j'ai eu un moment de faiblesse, même à la conférence de rentrée de France Inter, ils en ont parlé, hein. Le président de Radio France n'était pas là, mais il y avait ses deux adjoints, Jean Lucas et Philippe Val, hein, ces deux grognards, comme ils les appellent, et tous les deux ont évoqué mon transfert à RTL. Déjà l'an dernier, ils avaient parlé de moi. C'est fou l'intérêt qu'ils me manifestent depuis qu'ils m'ont viré. Je dois leur manquer. Donc, à propos de mon arrivée sur RTL, Jean Lucas a dit ceci. De temps en temps, il y a des gens qui couinent avant d'avoir mal. Bon, là, je dois vous avouer que j'ai pas vraiment saisi ce qu'il voulait dire, Jean-Luc. Pourtant, il n'y était que 11h30 midi. À cette heure-ci, en temps normal, il est encore à peu près intelligible, le vice-président de Radio France. Par contre, la fin de sa phrase, je l'ai parfaitement comprise. N'importe qui se conduisant comme il s'est conduit se ferait virer à coups de pied. Alors c'est moi qui suis censé être au bout du pied, là. Le tribunal des prud'hommes de Paris, qui doit donner son avis sur la question dans les mois à venir, appréciera. Philippe Val, lui aussi, a parlé de moi. Ah, je vous dis, c'est plus fort qu'eux, hein. Il me regrette. À mon sujet, il a fait la forte déclaration suivante. RTL et France Inter n'ont pas le même sens de l'humour. Bon, je suis bien obligé de convenir qu'il a raison. À la louche, en 13 ans de maison, j'ai dû faire à peu près 1400 chroniques humoristiques sur France Inter. Eh bien, il a fallu attendre que Philippe Val en soit nommé le directeur par Nicolas Sarkozy pour qu'apparaisse enfin au grand jour que j'avais le sens de l'humour d'RTL. Ce qui, soit dit en passant, ne fait aucun doute, hein. Vous avez écouté
écouté ma première chronique sur RTL, c'était Bayrou l'invité. Écoutez. C'est vrai que vos chances sont limitées, mais vous avez de vraies qualités pour prétendre à la magistrature suprême. Par exemple, dans une interview à la question « Quelle est la qualité que votre épouse préfère chez vous ?» vous avez répondu « Ma virilité ». Rien que ça, hein. Ah, le vantard. Ma virilité, c'est bien du vocabulaire de centriste, ça. Dites-le que vous en avez une plus grosse que DSK, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Oui, alors je sais, c'est affligeant, c'est de l'humour RTL. Ça m'a pris après quoi, 3 minutes d'antenne. J'étais plus maître de moi. C'est comme si j'étais porté par l'esprit des grosses têtes, par le spectre de Laurent Gérard. Vous allez voir, c'est pas fini. En tout cas, votre épouse est payée pour le savoir que vous êtes viril, monsieur Bayrou, puisque vous lui avez quand même fait 6 enfants. Hein, aussi bien que Philippe de Villiers, bravo. Faire 6 lardons à la même femme, c'est bien un truc de catholique, ça. Hein. Je suppose que monsieur n'a pas trouvé de préservatif à la taille de sa virilité. Ah, elle a dû déguster, maman Bayrou, avec sa portée de 6. Voilà, c'est monstrueux, n'est-ce pas? Ben oui, c'est graveleux, franchouillard. Ça me dégoûte. Je comprends qu'il soit soulagé d'être débarrassé à France Inter. Bon, j'ai toutefois une petite inquiétude. Vous savez que la succession du fou du roi de Stéphane Bern a été confiée à Isabelle Giordano, qui en a elle-même fait partie. Et dans une interview donnée au Monde il y a une semaine, voici ce qu'elle déclare à propos du fou et de l'émission qui va la remplacer. 2 points, ouvrez les guillemets. De l'intérieur, j'ai trouvé la bande du fou, donc très joyeuse, et j'aimais suivre notamment les éditos de Didier Porte et Stéphane Guillon. J'espère que nous réussirons à faire de même. Texto, c'est écrit noir sur blanc dans Le Monde. Pauvre Philippe Val, il n'en sortira jamais. Allez, c'est reparti pour un an. On n'a pas fini de rigoler. Pendant la chronique, Stéphane Davet donc, nous a Gérard Davet nous a rejoint. Ça commence mal, mais ça va s'arranger, vous allez voir. Alors, juste avant qu'on vous relâche, dont je disais, vous êtes dans les 27. Hein. Ah oui. J'imagine que vous êtes plongé dans le chapitre qui vous concerne. Ben, je l'ai découvert là à l'instant. J'ai pas eu le temps de le lire en travers, mais c'est vrai que j'ai été ému. Non, mais c'est tout à fait exact. J'ai été ému, ça veut dire quoi? Non, c'était ému parce que c'est vrai que les auteurs portent un regard, je vais dire, attentionné et affectueux sur moi en train de faire ma chronique dans un petit bistrot du 11e arrondissement, effectivement pour Mediapart, hein, puisque j'enregistre ma chronique. Je les rassure, tout va bien, hein, je suis pas complètement mort professionnellement et je survis, voilà. Mais tout ce qui a été écrit dedans est exact. Mais ça veut dire que vous avez peut-être senti une pointe d'excès de commisération à votre égard dans l'écriture, c'est ce que vous voulez dire sans oser le dire parce que vous êtes un garçon gentil? Non, pas du tout. Non, de la part, c'est très sympa et je veux pas leur en faire le reproche. Mais voilà, c'est tout. Je veux pas que non plus qu'on ait une image de moi trop misérabiliste, donc je tiens à rassurer nos asinautes, tout va bien. Alors, Sarko m'a tué, on en parle dans 2 minutes, à tout de suite. Alors, Sarko m'a tué, donc, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Évidemment, on va revenir dans cette émission sur la révélation qui a été en quelque sorte la locomotive médiatique de votre livre, c'est-à-dire les espèces que Sarkozy aurait touchées, selon un témoignage tout de même très indirect. Hein, Didier Porte en parlait à l'instant. On va revenir sur cette révélation et la crédibilité qu'il faut lui accorder, alors qu'évidemment, elle est extrêmement contestée, notamment par l'UMP. Mais je voudrais pas qu'on commence par ça. Puisque votre livre, c'est quand même bien autre chose que ça. C'est 27 témoignages d'exclus du sarkozysme, enfin de virer du sarkozysme, de placardiser du sarkozysme. Et moi, ce qui m'a frappé à la lecture, c'est le caractère apparemment hétéroclite de ces 27 témoignages. Donc, qu'est-ce qui rapproche des gens aussi différents que PPDA et Christine Boutin ou Didier Porte, qu'on entendait à l'instant, et Daniel Bouton, l'ancien PDG de la Société Générale. Qu'est-ce qui les rapproche? En fait, vous avez raison, c'est effectivement une assemblée hétéroclite, mais c'est assez logique quand on connaît la personnalité du président Sarkozy, puisque c'est quelqu'un qui le revendique, hein, qui aime s'occuper de tout, qui s'intéresse à tout, quelqu'un qui regarde par exemple beaucoup la télévision, qui peut sur un coup de sang se dire mais pourquoi cet animateur n'apparaît plus, ou pourquoi celui-là continue d'apparaître alors qu'il me taille des croupières ou qu'il me dit du mal de moi, et il ne se contente pas de le penser, il le traduit en acte, c'est-à-dire qu'il peut donner des consignes à ses collaborateurs, passer un coup de fil au PDG de telle ou telle radio pour dire celui-là il m'emmerde, celui-là il faut s'en débarrasser. C'est dans sa personnalité. Donc le point commun à toutes ces personnes, c'est qu'à un moment ou à un autre,
la plupart du temps, involontairement, elles ont gêné ou elles ont hérissé, je dirais, le président ou son entourage. Hein. Je ne dirais pas pour faire la différence, parce que l'entourage n'agit pas comme un électron libre sans feu vert. Mais on sait qu'il y a des sanctions qui ont pu être prises ou des mesures de rétention qui ont pu être prises sur des initiatives, on va dire, personnelles, de très proches de Nicolas Sarkozy. Ouais. Chaque fois, c'est toujours Sarkozy lui-même. Le président. C'est toujours Sarkozy lui-même ou c'est parfois l'entourage? C'est un phénomène typique des atmosphères de cour que parfois l'entourage précède. On le sait bien. C'est un phénomène clanique. Donc effectivement, vous avez raison. Le caractère hétéroclite des 27 personnalités qui figurent dans ce livre est voulu et assumé. Il y a ceux qui ont... D'abord, ce ne sont pas tous des enfants de cœur. Il y a des gens pour lesquels on n'a pas forcément énormément d'estime, d'autres beaucoup. Ce sont des gens qui ont tous une constante, c'est qu'ils ont été confrontés au caractère autoritaire et brutal du chef de l'État. Certains s'en sont remis très, très, très bien, avec des postes extrêmement envieux. D'autres ont plus de mal à surnager ensuite. Mais dans tous les cas, ils ont eu à connaître de l'extrême violence d'État que véhicule Nicolas Sarkozy. Alors, c'est nouveau. Parce que alors, je vais vous donner un souvenir personnel qui date de mon entrée au monde, c'est-à-dire dans les années 80, vous voyez si ça date. Au début des années 80, je me souviens d'un très long papier qui avait été publié dans Le Monde à l'époque et qui s'appelait « L'État Giscard ». Et c'était un papier qui recensait, Yannick Blanc, ça vous dit peut-être quelque chose, de ce papier? Ah ouais. Oui. Et c'était un papier qui recensait les valses dans la préfectorale, les valses dans l'atmosphère, parmi les hauts fonctionnaires, pour effectivement éliminer tous ceux qui n'étaient pas dans la ligne Giscard et effectivement nommer des fidèles à tous les postes clés. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est pas complètement nouveau. On ne prétend pas avoir inventé l'eau chaude ou un traitement journalistique. En l'occurrence, ce qui est flagrant, c'est que du côté sarkozyste, c'est très offensif, c'est transparent. On n'est pas sur la défensive. C'est pas mieux? Ça a le mérite de la transparence. Et c'est pas mieux? En tout cas, à l'arrivée, il y a des gens qui en sont meurtris et blessés. Et c'est pas parce que ça a déjà existé qu'il ne faut pas en parler aujourd'hui. Je considère qu'avec Nicolas Sarkozy, c'est peut-être plus compliqué justement d'en parler, parce qu'il y a cette espèce de proximité, de porosité entre les milieux politiques et les milieux journalistiques, en particulier les amitiés de Nicolas Sarkozy avec les patrons de journaux et de presse, que du coup, c'est plus compliqué d'en parler, peut-être. Alors effectivement, ce qui frappe, et ce qui pour le coup fait l'unité de votre livre, parce que j'ai parlé de son caractère hétéroclite, mais il y a aussi une unité profonde, et ce qui fait l'unité de votre livre, c'est je dirais, dans chacune des histoires, l'acharnement qu'on sent de la part de Sarkozy et de la part de son entourage à se débarrasser de ceux qui déplaisent, quoi. Comment, à chaque fois, on a l'impression qu'il en ait fait une affaire personnelle, avec ça. Parfois, alors vous disiez ostentation, parfois même une pointe de sadisme, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Oui, mais alors c'est précisément ce point commun, je pense, à la plupart des protagonistes du livre, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, justement. Avant, il y avait quelque part, ne serait-ce qu'on va prendre la chasse aux sorcières après l'élection de Mitterrand, notamment dans l'audiovisuel, on s'en rappelle très bien, les motivations étaient, on va dire, purement politiques. Là, il y a un ingrédient totalement personnel. Ce qui est reproché à PPDA, c'est pas d'être de gauche ou d'être, je ne sais pas... on aurait du mal. Voilà, mais ou même d'être un proche de Jacques Chirac, etc. C'est pas du tout ça qui lui est reproché. Ce qui lui est reproché, c'est d'avoir vexé horriblement le président en le qualifiant de petit garçon. Ça s'arrête là. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Et ça, c'est quelque chose de profondément nouveau et à mon avis de profondément inquiétant. D'autre part, vous avez raison de rappeler un peu notre histoire, notamment l'histoire de la Ve République. On est dans un régime présidentialiste avec un chef de l'État qui est puissant, qui utilise et parfois abuse de son pouvoir. Ce n'est pas très nouveau, mais j'ai la faiblesse de croire qu'au fil des ans, on devrait progresser. Alors là, j'ai l'impression qu'on régresse, c'est-à-dire que c'est quelque part, c'est plus qu'un retour en arrière. On n'a jamais vu ça. Ce dont j'ai par exemple la certitude, on a enquêté là-dessus, dans le cas de Jacques Espérandieu à mes côtés, le jour où il a fait la une du JDD, je crois que c'était la Tentation Fillon, si je ne m'abuse. Non, la Tentation Bayrou. Bayrou, pardon, la Tentation Bayrou. Fin janvier 2007. C'était quand? Dans la campagne présidentielle, à un moment où personne ne parlait de Bayrou parce qu'on le jugeait en dessous des 10%, et où on a senti au JDD un frémissement autour de lui, et on a fait une assez spectaculaire qui s'appelait la Tentation Bayrou, dans laquelle on disait qu'il avait peut-être quelque chance de faire un très bon score. Voilà. Et alors? Et ça a beaucoup énervé l'entourage du chef de l'État et le chef de l'État. Et ce jour-là... Il n'était pas encore, hein.
Énervé? Non, mais énervé déjà, mais chef de l'État. Le candidat, en tout cas. Pas encore. Et du coup, ce jour-là, Jacques Espérandier, qui est un journaliste réputé pour son indépendance, c'est pas fait que des amis du côté du futur chef de l'État. C'est un exemple, voilà, un exemple, on va dire, très, très, très intéressant, qu'on peut rapprocher un peu de celui de PPDA, quelque part, parce que, en fait, c'est une personne qui, à un moment, dans son métier, fait son travail tout à fait normalement. C'est même encore plus manifeste chez Jacques que chez PPDA, parce qu'à la limite, dire au président, vous faites un peu garçon, un petit garçon, c'est assez bien vu, mais on va dire, c'est commentarisant. Bon, titrer sur Bayrou, c'est d'abord avoir du flair, et c'est surtout faire un constat exact. Bayrou était en train de monter, etc. Bon. Mais les gens les journalistes, par exemple, qui font ces titres ou qui disent ces phrases à ce moment-là, ne savent pas qu'en une phrase, ils peuvent signer leur arrêt de mort professionnel. Vous avez le sentiment que c'est ce jour-là que vous avez signé votre arrêt de mort professionnel? Une chose d'abord, moi je ne sais pas si Sarkozy m'a tué. C'est eux qui en ont décidé ainsi. Vous avez lu le livre. En faisant figurer mon témoignage, Vous avez lu le livre. oui, dans un bouquin au titre ronflant et plutôt bien vu. Mais vous ne savez pas. En revanche, je sais des choses. Vous ne savez pas, personnellement. Moi, je n'ai pas de preuves formelles. J'ai des convictions, j'en ai 3. La première, c'est que le président a reçu un certain nombre de parlementaires de sa majorité au printemps 2008 et leur a dit que le JDD était devenu un journal de l'opposition. Pas très bon pour mon matricule. Vous étiez encore en poste. J'étais encore en poste. La deuxième, toujours au printemps 2008, c'est qu'il avait très peu apprécié une une sur François Fillon, à l'époque qui s'appelait Loyal mais pas courtisan, dans laquelle François Fillon prenait quelques distances avec lui. On la voit derrière vous, là. Voilà, et disait notamment qu'il y avait des problèmes entre eux, que ça pouvait surgir, qu'il y avait eu des petites crises, même si c'était normal. Et le troisième élément que j'ai, dont je suis sûr aussi, c'est qu'un de ses conseillers de l'époque se répandait dans Paris, et notamment auprès des journalistes du JDD, en disant « Votre patron, dans 2 mois, il sera débarqué ». Et ça ne vous suffit pas? Non, c'est pas de preuve formelle. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? J'ai pas de preuve formelle. On me disait, quelle est la preuve formelle? J'en ai pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Non, mais je veux rester très clair là-dessus. Oui. J'ai pas de problème avec les auteurs du livre. On se connaît depuis longtemps, on s'apprécie. On en a évidemment parlé de cette chose entre nous. Mais non, mais attendez, vous venez de donner 3 éléments qui sont quand même 3 éléments forts. 3 éléments dont je suis sûr, oui. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait douter que la cause de votre vidage puisse être celle-ci? Mon extrême modestie qui fait que je me dis que le président de la République, il a autre chose à faire qu'à s'occuper de ce qui est écrit dans le journal du dimanche. Et ce que j'ai pu y faire. Voilà. C'est un mince élément de doute quand même. Sans offenser votre modestie. Ouais. Pour rebondir sur ce que dit Jacques, il n'a pas tort lorsqu'il dit, et journalistiquement, il a toujours une approche journalistique, il n'a pas la preuve formelle. Donc, moi, je comprends sa prudence. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là dans le livre. Il y a différents cas. Vous avez ceux qui disent Sarkozy m'a tué, je le sais. Exemple, Yves Bertrand, l'ancien patron d'RG, il dit voilà, il m'a tué parce que j'ai fait ceci, cela. Ça, il y a des exemples comme ça. Il y en a d'autres dans lesquels, et je pense que c'est aussi un peu l'apport qu'on livre dans cet ouvrage, c'est que il y a des gens qui ont été déstabilisés, qui ont été mis au placard, qui ont été, on va dire, mis à l'index, et qui ne savent pas ou qui ont des doutes, ou qui se demandent si. Voilà. Et nous, dans ces cas-là, si on se permet de les mettre dans l'ouvrage, c'est parce que nous, on le sait. Il y a d'autres exemples. Excusez-moi, sur le cas d'Espérandieu, vous avez des éléments qu'il n'a pas, et qui vous permettent de dire ce que lui se refuse à dire. Exactement. Quand je leur ai fait cet amical reproche, ils m'ont dit qu'ils avaient des éléments que probablement je n'avais pas. Et qui sont? Moi, je sais que 2 sources de l'entourage du chef de l'État qui me parlaient à l'époque, je ne suis pas sûr qu'elles me parlent encore. L'entourage, pas lui, l'entourage. Pas Nicolas Sarkozy lui-même, mais bon, voilà, très très proches, m'ont dit, et en plus dans 2 circonstances différentes, que Jacques Espérandieu était sur une sorte de liste noire des gens à qui le chef de l'État n'avait pas pardonné son travail. La phrase était « le JDD n'est pas sûr avec quelqu'un comme lui ». Voilà. Alors attendez, parce que quand même c'est tout de même un tout petit peu plus compliqué. Vous avez parlé de la une sur Fillon qui effectivement a pu vexer. Alors, parce que là il n'y a rien de politique puisque Fillon est le Premier ministre de Sarkozy, donc théoriquement en termes strictement politique, le Sarkozy n'aurait dû... alors compliqué que ça. Hein, le titre avait joué beaucoup. C'était d'ailleurs des propos tenus par le Premier ministre, hein, c'était entre guillemets totalement. Et le fait qu'il ait mentionné des périodes de difficulté, de tension entre lui et le président, je crois que c'était une des premières fois. Oui, c'était ça. Et je pense que ça a dû jouer aussi. Le président ne supporte pas que quelqu'un lui fasse de l'ombre, a priori un Premier ministre. Vous n'aviez pas inventé la citation, il l'avait dit. Alors, cela dit, dans le livre, c'est tout de même un petit peu plus compliqué. Par exemple, Sarkozy, à un moment, vous reproche une erreur de fait dans le JDD. Vous avez dit, paraît-il, ça m'avait échappé à l'époque, qu'il achetait ses costumes à Venise
Et il vous dit, mais pas du tout, j'ai jamais acheté un costume à Venise. Alors, Je vais raconter l'histoire. C'est une journaliste du JDD. On faisait à l'époque dans le JDD ce qu'on appelle une amusette. C'est une petite histoire qui était racontée en une. Et un jour, elle vient me dire, tiens, j'ai une info, Nicolas Sarkozy achète ses costumes à Venise. Et voilà, je dis, bon, ben, pourquoi pas. Donc on publie cette info. Et puis j'ai eu un coup de téléphone de l'Élysée, me disant, il n'a jamais acheté ses costumes à Venise. J'ai dit, bon, ben, on va faire un rectificatif et un démenti. Sauf que la journaliste en question est venue me voir avec une lettre du tailleur couturier de Venise disant, mais si, il achète ses costumes chez moi. Ah oui. Alors, c'est pas dans le livre, ça. L'affaire a été, l'affaire a été oubliée. Ouais. Et puis en juillet 2007, alors que le président nous accorde une interview pour remplacer l'interview traditionnelle télévisée du 14 juillet, il fait un quart d'heure là-dessus avant qu'on commence à parler. En disant, mais j'ai jamais acheté de costume à Venise. Tout ça date de 2 mois. Hein. Ouais. J'ai jamais acheté de costume à Venise, mais pourquoi vous avez écrit ça et tout. À tel point qu'à un moment donné, je commence à avoir peur que l'interview ne se déroule pas, parce que ça fait un quart d'heure qu'on parle des tailleurs de Venise. Et je lui dis, mais si on n'est pas sérieux, je ne sais pas ce qu'on fait dans votre bureau aujourd'hui. Et ça s'est arrêté là, et on est parti sur l'interview, qui était d'ailleurs passionnante. C'est le jour où il a annoncé qu'il allait soutenir la candidature de Dominique Strauss-Kahn au FMI. Voilà. Avez-vous lui parlé comme ça, vous? Vous lui dites, je ne sais pas ce que je fais dans votre bureau si on n'est pas sérieux. Et après, vous vous étonnez d'être viré. Non, mais il l'avait très bien pris. Je pense que c'était pour nous mettre sur la, pour nous mettre sur la défensive au début et nous mettre en position de faiblesse vis-à-vis de lui. Voilà. Alors là où c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est que tout de même, alors tous ces actes journalistiques sont effectivement tout à fait à votre actif. Il y a tout de même un problème, c'est que vous êtes celui qui a censuré le fameux papier expliquant le jour de l'élection présidentielle que Cécilia Sarkozy n'avait pas voté. Alors c'est une histoire dont on se souvient bien, puisque c'est avec la révélation de cette censure que le site Rue 89 s'est en quelque sorte lancé en disant, voilà, le JDD a censuré le papier. Il y avait un papier qui était prêt disant que Cécilia Sarkozy n'avait pas voté en 2007 et le JDD l'a censuré. Et c'est vous. Et c'est moi. On a 2 minutes là pour expliquer. On a tout le temps. Alors, on est sur Internet. Bon, ça se passe la semaine d'après le deuxième tour, donc après la victoire de Nicolas Sarkozy. Il se trouve que je suis en séminaire, donc je suis moins la façon dont se prépare le journal que si j'avais été sur place à Levallois-Perret. J'arrive le samedi, veille de la publication du journal, dernière conférence de la semaine, où on m'annonce 2 papiers sur Cécilia Sarkozy. Le premier disant qu'elle était de santé psychologique extrêmement fragile, et le deuxième me disant qu'elle n'avait pas voté. Le premier, je dis non, considérant que c'était des affaires d'ordre privé, sur la santé psychologique de Mme Sarkozy. Le deuxième, je dis oui, à une condition, c'est qu'on soit sûr de l'information. Et j'ajoute que je dis, si c'est possible d'avoir un témoignage de Mme Sarkozy, ne serait-ce que pour vérifier l'état de sa santé, ça ne serait pas plus mal. Là-dessus, j'ai un certain nombre de coups de téléphone, je l'avais dit à l'époque, de gens qui me disent, attention, Mme Sarkozy a des problèmes psychologiques graves. Qui vous appelle? J'ai donné à l'époque ma parole que je ne donnerai pas les noms, et je garde ça 2 ans après, quoi qu'il ait pu m'en coûter. Voilà, donc on fait... Donc je suis amené à douter, et je suis d'autant plus amené à douter que vers 5 heures, on m'amène un papier qui commence par « Cécilia Sarkozy n'a sans doute pas voté ». Alors donc je m'en explique avec l'auteur. À quelle heure? À 5-6 heures du soir. Je sais plus. Les bureaux de vote ferment à quelle heure à Neuilly? Ah mais c'était la semaine d'après. Ah c'était la semaine d'après, oui, c'était une semaine après. Ah d'accord, et une semaine après, on n'était pas encore... on n'était pas sûr. Voilà, donc sans doute, l'auteur de l'article me dit sans doute. Et il me dit mais je suis sûr. On ne pouvait pas consulter les listes d'émargement une semaine? Si, probablement il les avait consultées, et donc je lui dis ok, si c'est sans doute on passe à rien, si c'est pas sans doute, et il me dit qu'il est sûr du coup. Je commence à avoir moi des petits doutes, à ce moment-là je réunis mes 2 adjoints, à qui je demande ce qu'ils en pensent, et puis je prends la décision tout seul. Non pas en catimini, comme ça a été écrit à droite à gauche, mais après avoir convoqué l'auteur de l'article pour lui expliquer pourquoi je ne passerai pas son papier, après avoir convoqué sa chef de service pour expliquer pourquoi je ne passerai pas le papier, et après avoir convoqué le président de la société de journalistes du JDD pour lui expliquer pourquoi je ne passerai pas le papier. Tout ça en toute transparence. Et je vais vous dire un truc, 3 ou 4 ans après, ça se renouvellerait, je ne suis pas sûr que je ne prendrai pas la même décision. Mais vous n'êtes quand même pas sûr que vous la prendriez? Absolument. Non plus. Je dis, je ne suis pas sûr que je ne prendrai pas la même. Ouais. Parce que ça m'a coûté. Je veux dire, j'ai été agonie d'injures et d'invectives, et j'ai découvert ce qu'était une sorte de lynchage médiatique à l'envers. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous reconnaissiez pas forcément dans le titre. Hein, vous avez donné Si vous aviez su que le livre serait titré comme ça, vous auriez accordé l'entretien que vous avez accordé à L'Homme et Davet? Lorsque nous avons discuté, que je leur ai accordé cet entretien, à l'époque, ils ne savaient pas que le titre allait être le suivant, allait être celui-ci. Le titre a été décidé en juillet. Alors, le livre vous a été présenté comment? Le projet vous a été présenté comment? Le projet m'a été présenté comme un livre autour du problème du président de la République avec les médias.
Ah oui, Voilà. uniquement les médias. Ben, pour ce qui me concernait, c'était... Quand on a rencontré Jacques, c'était au tout début de l'année, je ne me souviens plus quand précisément, et à ce moment-là, on ne savait pas exactement ce qu'on faisait. On se dit, on partait autour d'une idée. Voilà, on va rencontrer des gens qui ont eu à souffrir du sarkozysme, et on va voir ce qu'on peut faire autour de ça, organisé par chapitre, pas par chapitre. On ne savait pas exactement. Ah, c'est vrai? Ah oui, Ah oui, Ah, vous n'avez pas eu d'emblée l'idée de Non. la forme d'un livre Non, d'entretien? Non, pas du non. tout, pas du Non, tout, non. pas du tout. Donc, on a rencontré beaucoup de gens. Il y a des gens d'ailleurs qui ne figurent pas dans le livre. Et on s'est dit au bout d'un moment. Il y a même des chutes, hein, on verra peut-être. Par exemple, il y a un chapitre moi, que j'ai adoré, qui a sauté au montage. Voilà. Il y a le fameux tome 2. Peut-être, voilà. En tout Pourquoi? cas- Parce qu'on s'est dit finalement, c'est peut-être pas exactement l'angle, et parce que il allait bien à un moment dans l'angle qu'on a envisagé, puis on a changé plusieurs fois, on va dire, vous voyez ce que je veux dire, pas de projet, parce que l'intuition de départ était la même, mais l'organisation a vraiment évolué. À un moment, par exemple, il était convenu qu'on regroupe, en voyant qu'on avait plusieurs cas dans certains secteurs, qu'on fasse en fait par un découpage par secteur. Donc effectivement, il y avait le secteur média. Sarkozy, Et je les pense que quand on a préfets. vu Jacques, on était en pleine période, on va dire médias. On s'est dit, on va faire un gros truc sur les médias. On n'excluait Bon, mais pas, en gros, d'ailleurs. vous comprenez bien le sous-texte de ma question. C'est pas que vous avez Non, voulu bien sûr. dissimuler vos intentions, et c'est pas alors, deux les choses. yeux dans les yeux. Mais enfin, nous, on est d'une transparence totale. Vous mais savez qu'on n'est pas la langue de bois. Ça se trouve dans Voilà. la profession. Il y a des gens qui présentent leur projet d'une manière, on va dire, un peu de. Je vois ce que vous voilà. voulez dire. Il y a deux choses différentes qu'on assume totalement. Première chose, alors sur le titre, de toute façon, c'est évident, c'est dernier moment. Pendant très longtemps, on avait des idées de titres. On aimait bien des titres plus littéraires. Les bannis du sarkozysme. Même les damnés, on aimait bien les damnés, et puis il y a eu d'autres, enfin bon, voilà. Et puis, enfin bref, avec l'éditeur, finalement, ça a été décidé vraiment plutôt dans la dernière ligne droite. Bon, mais ça, c'est le titre, à la limite, hein, c'est une chose. Mais par contre, sur le projet, premièrement, encore une fois, sa forme, elle s'est décidée finalement sur le tard, et par ailleurs, et ça c'est très important, on pourra encore en parler, que ce soit par rapport à Jacques, je pense qu'on peut prendre les 27, je pense qu'ils vous diront tous la même chose, on a cloisonné. Pour des raisons, je pense, que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que vous n'avez pas dit à chacun des 27 qui étaient les autres. Exactement, Oui, non, mais exactement. Et oui, mais je veux dire, il faut voir dans quelles conditions on a travaillé quand même. N'oublions pas, enfin, Gérard est quand même bien là pour en témoigner, il a été placé sous surveillance téléphonique officielle. Je ne vous parle même pas de ce qui a été peut-être fait officieusement. Moi, à l'époque, je suis à Mediapart. C'est quoi la surveillance téléphonique officielle? Les services secrets m'ont pisté pendant toute l'affaire Bettencourt. Ah oui, Voilà. c'est-à-dire Plus le parquet de oui. Nanterre, accessoirement. Oui, j'avais eu 3 services de police sur moi. Voilà. D'accord, oui, c'est ce qui était reconnu, effectivement, avant le rebondissement d'il y a 2 jours dans lequel... Donc, alors, c'était avant qu'on rencontre les gens pour ce livre. Donc, si vous voulez, on rencontre les gens, j'étais à peu près persuadé d'être de toute façon sous surveillance. On a été cambriolés tous les deux, comme vous le savez. Oui, Mediapart, bien sûr, il y a eu des bien soupçons sûr. d'espionnage, etc. Donc on est dans une ambiance. Parenthèse d'ailleurs, oui. l'enquête sur les cambriolages, en est où? Ça n'a pas débouché. Aucun. 4 cambriolages chez Gérard Davet, à Mediapart, au point chez Gattegno, enfin le bureau de Gattegno, et à mon domicile, à chaque fois les ordinateurs, un an après à peu près. Non. Aucun n'a été élucidé. Mais les instructions sont toujours ouvertes? Ah bah il y a des enquêtes, bien sûr. Des oui. enquêtes de police, Bien oui. sûr. Des enquêtes de police Des sont enquêtes de toujours police. Mais ça n'a théoriquement débouché sur en cours. Ça Rien n'a du débouché tout. sur rien. D'accord. On disait quoi? Je disais qu'on a baigné dans un climat Ouais. je ne vais pas dire de parano, parce que je pense que nous ne le sommes pas. Certaines personnes qu'on a vues, et avaient raison de l'être, étaient un petit peu, enfin c'est même pas parano, avaient peur, vraiment. Donc c'est vrai qu'on a fait aussi preuve de prudence là-dessus. C'est quand même compliqué, on ne pouvait pas, par exemple, au dernier moment, on pensait, enfin au dernier moment, dans les dernières semaines, les dernières semaines, la dernière ligne droite, on voulait revenir vers chaque protagoniste pour passer un petit coup de fil, etc. Et on a dit non, on peut pas passer de coup de fil, c'est pas possible, quoi. Et on a bien fait, parce que manifestement, je pense qu'on est vraiment, on a été dans le collimateur. Y compris éventuellement pour leur faire relire leur citation. Alors, ça, Ceux qui l'ont demandé l'ont lu. Voilà. Pour la demander, on est tout à fait prêt à ça. Quoi. Voilà. Et par ailleurs, il y avait aussi le fait qu'on a estimé, et ça c'est on va dire notre expertise journalistique, qu'il y a d'ailleurs vous voyez bien dans les chapitres, il y a des chapitres et des propos plus sensibles que d'autres. Je pense que clairement, si on parle de Jacques, même si on parle d'Alain Genestar, qui a une histoire un peu Ou similaire, de Monsieur Blanc, qui a raconté son expérience. ou alors Jean-Pierre Avrin, qui avait déjà parlé, c'était des histoires globalement assez connues, dans lesquelles il n'y a pas, on va dire, d'accusations gravissimes, de faits très nouveaux. On remet en scène avec d'autres précisions et leurs déclarations. Il est évident que quand on a recueilli les propos de Renaud Van Ruynbeek, Julien Drey, Isabelle Prévost-Després, etc., il y a eu, de toute façon, ils ont demandé à relire, c'était... Voilà. Alors, on va venir à Prévost-Després, évidemment, je l'avais dit. On va venir à Yannick Blanc dans une seconde. Auparavant, si je vous posais cette question sur le titre et toutes ces questions, Bien un peu de sûr. making-of et de tambouille, c'est parce qu'il y a un autre de vos interviewés qui a été beaucoup plus clair et qui a dit « Si j'avais su ce que c'était, j'aurais pas accordé l'entretien ». C'est Dominique de Villepin sur France Inter, on l'écoute.
Vous vous sentez victime de Absolument Nicolas pas, Sarkozy, d'Émile de Villepin? et je regrette infiniment d'être dans ce livre. Croyez-moi, si les journalistes étaient venus me voir en me disant « Nous écrivons un livre, Sarko m'a tué, et on veut recueillir votre témoignage », je leur ai dit « Écoutez, je laisse à d'autres le ressentiment et la rancœur, ce n'est pas mon genre. Donc, vous voyez, j'en ai tiré une leçon, il faut écrire ses livres soi-même. Et je n'aime pas écrire des livres pour les journalistes. » D'accord, vous ne vous sentez pas victime de Nicolas Sarkozy, Non, même si vous avez pu avoir je réclamerais volontiers des droits d'auteur, mais je ne veux pas toucher de cet argent-là. D'accord, même si en marge du premier procès Clearstream, vous avez eu des paroles qui étaient extrêmement accusatoires. Mais qui étaient totalement vivantes, Patrick Cohen. Je ne fais pas partie des victimes. Je n'ai jamais été une victime, je ne serai jamais une victime. J'estime que dans la vie, il faut se tenir debout et ne jamais se plaindre d'aucune façon, ni se laisser guider par la rancœur. Réponse. C'est une clarté absolue avec Dominique de Villepin, c'est même remarquable. On l'a rencontré à 2 reprises dans son cabinet d'avocat, plus d'1 heure à chaque fois. Avec un témoin. Avec un témoin, un de ses collaborateurs. Il a relu tous ses propos, il les a amendés, et largement, parce qu'il y avait des phrases qui étaient infiniment plus offensives que celles qui sont dans le bouquin, et on ne les donnera pas parce qu'on a évidemment un deal avec lui. Et quand il dit qu'il n'a jamais été prévenu quand vous avez un livre sur les victimes, on lui a dit très clairement, voilà, c'est un livre, parce que là c'était sur la fin du livre. Ouais, c'est le dernier qu'on a voilà, vu. c'est très clairement, on vous demande de vous... Nous, on considère que vous êtes une victime du sarkozysme. Vous ne le pensez pas, ça c'est vrai, il ne le pense pas, mais c'est son problème. Nous, on considère que vous l'êtes. Dites-nous ce que vous ressentez quand on vous dit ça, premièrement. Et deuxièmement, en quoi Nicolas Sarkozy peut-il faire des victimes? Voilà. Et ça, il le sait très bien, il a tout relu, et je tiens même à la disposition de qui le souhaite, les échanges de mails avec... On a les preuves qu'il a lu et relu. Donc, mais ce qui est très intéressant, ce qui est passionnant, c'est passionnant à double titre. Premièrement, c'est qu'on voit bien comment Villepin, et on peut le comprendre, ne supporte pas la position de victime. C'est-à-dire que je pense que dans le livre, certains apprécient de passer pour des martyrs. Il faut le dire clairement. Je pense que certains apprécient. Il y en a d'autres, c'est l'inverse, et ça peut se comprendre. C'est pas forcément une posture très agréable. Hein. C'est pas Ouais, et puis ce que disait Didier Porte tout à l'heure, mais je le comprends. Ça peut être un peu blessant. Mais chez Dominique Villepin, il y a bien sûr derrière aussi un intérêt politique. C'est que on l'écrit d'ailleurs, on met en scène ça dans le chapitre sur Dominique de Villepin, en disant qu'il ne veut absolument pas passer pour une victime. Le problème, c'est qu'il l'est. Alors pourquoi il ne veut pas passer? Le problème, c'est que vous le mettez sous la couverture générale Sarko m'a tué. Bien sûr. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un peut douter que Sarko a voulu tuer Villepin? C'est tout le problème qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, j'ai aucune vocation non plus à la victimisation ou au martyrologue. Voilà. Et j'ai la sensation tous les matins d'être vivant. Et je m'en réjouis profondément par ailleurs. Je pense qu'entre Jacques et Villepin, je pense que s'il y en a un qui est vraiment une victime, ce qui ne veut pas dire que lui-même a essayé de tuer Sarko, hein, mais par ailleurs, s'il a été victime de Sarkozy, j'aurais du mal à trouver quelqu'un qui pourrait le contester. On pourrait faire un livre sur l'affaire Clearstream et raconter. Oui, mais là où les choses sont plus compliquées, c'est qu'il est peut-être victime aujourd'hui, mais après avoir lui-même essayé de flinguer Sarkozy dans l'affaire Clearstream. Voilà. On n'écrit jamais le contraire. Nous, notre livre, je sais bien. Comment Sarkozy exécute les gens qui le gênent. Voilà. Qu'on vienne m'expliquer aujourd'hui qu'il n'a pas essayé, qu'il n'a pas exécuté Villepin. Pour être pinailleur, Villepin, c'est pas quelqu'un qui le gêne. C'est un rival politique qui a tenté lui-même de le flinguer. C'est un tout petit peu plus fort. C'est un tout petit peu plus fort que ça. Alors, Yannick Blanc. Alors, on a parlé d'un journaliste, on a parlé d'hommes politiques avec Villepin. Vous êtes haut fonctionnaire, vous, puisque vous étiez, dont je le disais, à la préfecture de police de Paris, directeur de la police générale. Ce qui, comme son nom ne l'indique pas, veut dire que vous êtes chargé de la gestion des étrangers et des éventuelles régularisations. Vous êtes aujourd'hui, je le dis pour qu'on vous situe bien, vous travaillez aujourd'hui au cabinet du président socialiste de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Sarko vous a tué ? Moi, je suis tout à fait dans la situation que décrivait Gérard Davet tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai énervé le président. Et ensuite, d'avoir énervé le président, ça m'a collé une étiquette. Et ensuite, très clairement, c'est l'entourage qui a fait du zèle pour m'éliminer. Évidemment, l'acte final d'élimination, c'est-à-dire le décret mettant fin aux fonctions, a été signé par le président de la République, mais dans une pile de parapheurs où on nomme et on met fin à des fonctions en masse. Donc, je ne pense pas avoir été, à un moment donné, personnellement la cible, mais il y a un jour où je l'ai énervé. Il y a un jour où il y a quelque chose que j'ai fait qui est mal tombé. Voilà. Alors on sait très bien quoi, on va le raconter. Donc c'est un jour où vous accordez une interview au Monde
Et dans cette interview, alors allez-y. Dans cette interview, d'abord, j'accorde une interview au Monde parce que le cabinet de Sarkozy m'a demandé, une semaine avant, d'être présent dans les médias pour expliquer comment on opère la régularisation des familles sans papier qui ont des enfants scolarisés. D'accord. Vous, haut fonctionnaire, hein, ce qui n'est pas habituel. D'habitude, c'est le préfet qui parle, mais là, bon... Voilà, le ministère a pondu le 13 juin une circulaire disant qu'on pouvait régulariser ces gens. Et puis, sur ce sujet, la tension est montée. Les associations de défense des sans-papiers dénoncent la chasse à l'enfant. Et donc, pour allumer un contre-feu médiatique, on me demande d'intervenir dans les médias, d'abord en compagnie d'Arnaud Klarsfeld, puis ensuite, l'affaire étant lancée, les médias s'intéressent à ce qui se passe au guichet de la préfecture de police. Il y a des files d'attente d'étrangers qui viennent demander leur régularisation. Et donc, on vient me demander comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait. Je fais des émissions, des reportages télé sur la gestion des files d'attente, comment on accueille les gens, comment on gère les dossiers, etc. Et puis, au bout de quelques jours, Le Monde me demande un entretien. Donc je fais remonter, comme je l'ai fait pour toutes les autres demandes d'interview, je fais remonter l'information au préfet de police et je donne l'interview. Alors il s'est passé deux choses à ce moment-là. La première, c'est que le préfet de police apparemment n'a pas eu l'information. Ça peut s'expliquer parce qu'on était en plein milieu de la Coupe du Monde, que la France venait de gagner un match, je ne sais plus dans quelle partie de la compétition. Qu'est-ce qu'il n'a pas su, le préfet? Il n'a pas su que je donnais une interview au Monde. Et donc, il n'a pas pu faire remonter l'info. S'il avait su, il vous aurait refusé l'autorisation? Il aurait probablement été attentif à ça, prévenu le cabinet du ministre, que sais-je. Mais en tout cas, il y a eu un loupé dans la transmission de l'info. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est que l'interview est sortie un soir où Sarkozy était dans une réunion politique. Un meeting, une réunion politique, et que la rédaction en chef du Monde a titré très gros sur cette interview. On était, comme je vous le disais, en pleine Coupe du Monde de football, je me disais, ce truc-là va passer dans les pages intérieures, personne s'en apercevra, et ça fait la une. Et la une dit, Sarkozy va régulariser des milliers d'étrangers. Et ça, c'est la phrase qui a fait mal, quoi, parce que les députés de ce qui ne s'appelait pas encore la droite populaire à l'époque sont venus avec la une du Monde à dire à Sarko, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce qu'on avait dit, c'est pas ce qu'on est censé faire. Donc vous l'énervez. Et donc ça l'a énervé. Alors voilà. Que par ailleurs, moi j'ai lu évidemment, j'ai relu l'interview dans son intégralité, elle est parfaitement dans la ligne. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous ne critiquez la politique gouvernementale, à aucun moment vous ne critiquez la circulaire. Vous critiquez la gauche dans cette interview. Oui, il y a un petit coup de patte à la gauche, etc. Ce qui est d'ailleurs, oui, parce que ce qui est d'ailleurs assez étrange, parce que vous êtes, dès cette époque-là, vous êtes déjà socialiste. Non, mais d'abord, je ne suis pas socialiste. Ah bon? J'ai été membre de cabinet ministériel de gauche, mais je ne suis pas socialiste. Vous n'êtes pas adhérent du Parti socialiste? Non, pas du tout. Je suis étiqueté comme un haut fonctionnaire de gauche, comme il y en a beaucoup d'autres. Vous êtes proche. Et je dois dire vous êtes proche, vous n'êtes pas juste étiqueté. Oui, je suis proche, il n'y a aucun doute. Mais j'avais, moi aussi, été énervé à l'époque par, alors que cette histoire de régularisation était vraiment très compliquée à gérer, la circulaire avait été faite trop vite, elle était mal fichue, en réalité elle ratissait trop large, donc on n'avait pas de critères, pas de critères pour la régularisation qui était opérationnelle, donc on était sous tension, on était dans la difficulté pour faire tout ça, et je vois des personnalités de gauche qui en rajoutent avec un peu de démagogie sur la chasse à l'enfant, les heures les plus noires de notre histoire, donc etc. Et je leur ai dit non, on n'en est pas là, quoi. Alors après, il se passe des choses bizarres, après que vous ayez énervé le président, là, avec cette interview, c'est-à-dire que vous êtes, alors c'est une histoire obscure, vous êtes soupçonné dans une affaire de faux et d'usage de faux. Il y a une perquisition dans votre bureau, si je comprends bien, vous êtes soupçonné d'avoir fait des fausses attestations. Non, l'histoire, c'est pas ça. L'histoire est la suivante. Les renseignements généraux reçoivent un jour une lettre de dénonciation expliquant qu'il y a un trafic de titres de séjour dans ma direction. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un type qui est un escroc à la petite semaine, qui connaît deux de mes agents, et se prévalant de ses relations à la préfecture de police, propose à des gens qu'il connaît d'intervenir pour leur obtenir des régularisations, et il vend ses interventions. Il les vend sous forme de cotisation à une association bidon qu'il a créée. Et donc, les gens qui ont donné de l'argent à ce type... Ça veut dire qu'il y a effectivement des fausses attestations qui sont faites dans votre service? À ce stade, il y a juste un type qui dit « Je vais te faire régulariser, verse de 500 € à mon association ». Et puis, il ne se passe rien. C'est-à-dire que les types ne voient pas venir la régularisation. Donc, au bout d'un moment, ils le dénoncent à la police.
Donc je suis prévenu à ce moment-là qu'il y a une enquête sur mon service, etc. Et l'inspection générale des services me demande de lui communiquer une liste de plusieurs dizaines de dossiers d'étrangers. Donc je les fais chercher aux archives. Avant de les transmettre, je les regarde rapidement et je commence à m'interroger parce que dans ces dossiers, il n'y a rien. Il n'y a pas d'intervention, on n'est pas dans des situations particulièrement difficiles. Enfin, il ne ressemble en rien aux dossiers que je traite tous les jours de demandes de régularisation, d'intervention de RESF, de collectifs divers et variés, etc. Bon, donc je transmets les dossiers à l'inspection. Et bien sûr, voilà, je ne m'occupe plus de rien, faisant confiance aux professionnels pour faire leur travail. Et le 30 mai 2007, l'IGS débarque dans mon bureau, me dit à partir de maintenant vous êtes en garde à vue. 2007. 2007. Donc c'est avant que vous ayez énervé Sarkozy. On est bien d'accord? Non, c'est après. Quand est-ce que vous... Ah oui, pardon, c'est quand il était ministre. Quand il était ministre. Oui, d'accord, oui. Donc voilà. C'est après l'interview. Et donc cette enquête se déroule entre janvier et mai 2007. Hein, et donc ils me mettent en garde à vue, ils perquisitionnent mon bureau pendant 2 heures, mon ordinateur, mes mails, etc. Et ensuite ils m'emmènent à l'IGS et je passe 48 heures en garde à vue. Ainsi que 3 de mes collaborateurs. Ainsi que l'officier de sécurité de Daniel Vaillant. Ancien ministre de l'Intérieur. Et comme tous les anciens ministres de l'Intérieur, continue à bénéficier d'un officier de sécurité. Je ressors de là sans être mis en cause. Je réponds longuement à de très nombreuses questions sur des dossiers d'étrangers, sur des dossiers de régularisation. Je comprends donc à ce moment-là que mes conversations téléphoniques ont été écoutées pendant probablement 2 mois. Et donc on m'interroge sur tous les dossiers de régularisation que j'ai évoqués dans mes conversations téléphoniques. Il y a là-dedans des situations très complexes. Il y a parfois des dossiers d'étrangers qui sont des personnages qui jouent qui ont un rôle compliqué au Moyen-Orient, etc. Ouais. Il y a des dossiers de RSF. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et pendant cette garde à vue, je peux comprendre que l'IGS s'interroge sur la teneur de ces dossiers parce que c'est compliqué, c'est obscur. Donc je m'en explique longuement. Il se trouve que la plupart de ces affaires n'ont pas débouché sur des délivrances de titres. Donc je ressors de là assez tranquille, mais j'ai 3 collaborateurs mis en examen et l'officier de Daniel Vaillant également. La procédure en est où aujourd'hui ? La procédure en est que, en janvier 2011, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel a rendu une décision prononçant des non-lieux au bénéfice de toutes les personnes mises en examen. D'accord. Donc aujourd'hui, judiciairement, pour être clair, il n'y avait pas de ripou dans votre service? Bien sûr que non. D'accord. Alors, est-ce que vous attribuez vraiment cette enquête de l'inspection au fait que vous ayez énervé Sarkozy plusieurs mois auparavant? Est-ce que ce n'était pas normal qu'il y a un soupçon en enquête? Je crois que j'ai été victime d'un phénomène de zèle imbécile. C'est-à-dire que les types voient qu'il y a une affaire dans le chef de l'inspection générale des services de l'époque est un proche de Claude Guéant, etc. Bon, donc il fait partie quand même du cercle des policiers qui sont activement partisans de Sarkozy. Il voit qu'il y a une affaire dans mon service. L'examen objectif des dossiers, des pièces, permet de comprendre très vite qu'il y a une petite escroquerie et que ça a tourné court. Au lieu de suivre la logique de ça, le type commence à monter une fiction de corruption et de trafic d'influence dans le service. C'est qui ? Le chef de l'inspection générale des services. D'accord, qui s'appelle ? Il s'appelle Éric Meillan, il est aujourd'hui à la retraite. Il est aujourd'hui à la retraite. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même autre chose? Parce que là, on semble faire un lien direct entre le fait que vous ayez énervé Sarkozy et votre mésaventure. Entre les deux, quand même, vous conseillez Ségolène Royal pendant la présidentielle de 2007. Quand même. Donc vous n'êtes pas seulement, enfin, je veux dire, vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas membre du PS, d'accord, ouais. Mais vous allez quand même conseiller Ségolène Royal, excusez-moi. Donc, non, attendez, je finis juste de poser ma question. C'est pas encore plus choquant alors s'il a été, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais voilà. Je ne sais pas si c'est choquant ou pas. Si vous voulez, il y a 2 choses. Soit on dit on a viré quelqu'un parce qu'il a donné une interview irréprochable, mais que ça a énervé. Soit on dit on a viré quelqu'un parce que c'est un opposant politique. Je ne sais pas si c'est mieux, si c'est pas mieux et tout, mais c'est pas la même chose. Voilà. Oui, mais le vrai problème dans cette affaire, c'est que des écoutes judiciaires aient été exploitées politiquement.
Ça ressemble à une cabale judiciaire montée de toutes pièces pour discréditer à la fois Yannick Blanc et Ségolène Royal. Enfin, c'est avec un non-lieu absolu à la fin. En fait, c'est quand même. Ça a été choquant. Attendez, comment ça pour discréditer Royal? L'affaire a été exploitée contre Ségolène Royal? Non, pas du tout. Elle aurait pu l'être. Elle aurait pu l'être. Oui, pu oui. Il n'y avait pas matière. Mais Oui. ce que je sais, c'est que en réunion de direction du préfet de police, le chef de l'IGS a déclaré que les écoutes téléphoniques démontraient ma complicité matérielle et idéologique avec les mouvements de sans-papiers. Ce qui était faux pour la première affirmation et inacceptable pour la seconde, parce que il y a des règles relatives aux écoutes judiciaires, et donc tout ce qui n'était pas pertinent pour le dossier n'aurait jamais dû être divulgué. On peut juste imaginer, concernant Yannick Blanc, qu'il a commis une double faute, c'est-à-dire une interview qui déplaît au chef de l'État, ou une phrase d'une interview qui déplaît au chef de l'État, et en plus... Il n'était pas chef de l'État, il était ministre. Au futur chef de l'État. Parce que nous... Non, il n'était pas vraiment chef de l'État. Plus que ministre de l'Intérieur, en tous les cas. Voilà, super ministre de l'Intérieur. En tout cas, nous, ce qu'on explique d'ailleurs, c'est 10 ans de sarkozysme. Nous, ce qui nous intéresse, à la limite, chef de l'État, les choses se sont aggravées, mais c'est Sarkozy au pouvoir. Ministre de l'Intérieur, c'est traditionnellement, et avec lui encore plus, le ministre le plus puissant de France. Oui, mais il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant qu'il soit président de la République, quand même, les Chiraciens mènent contre lui une campagne acharnée aussi, ouverte et aussi souterraine. Faut quand même le rappeler. On a tendance à peut-être un tout petit peu l'oublier aujourd'hui, mais à cette époque-là, voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il a tous les leviers pour gêner les gens. Pas tous. Il en a pas mal. Au rayon des choses qu'il avait très mal pris de la part du JDD, c'était une interview de Jean-Louis Debré avant qu'il soit devenu président, donc que Nicolas Sarkozy soit devenu président, alors qu'il était plus ou moins déjà candidat et qu'il y avait quelques problèmes au sein de la majorité. Jean-Louis Debré avait accordé une interview au JDD assez rude, assez cinglante, et ça, je sais qu'il ne l'avait pas du tout apprécié aussi. Parce que Debré disait quoi? Debré, ça se terminait par « je souhaite bon courage à Ségolène Royal », mais c'était de l'humour. Oui, c'était de l'humour. Il n'avait pas forcément perçu l'humour, c'est ça? Non, mais il y y avait d'autres... Elle était cinglante, je me rappelle très bien. De toute façon, les Debré, Sarkozy... Il y en a une qui s'appelait la cible Sarkozy. Et c'est vrai que dans son propre camp, il y avait des gens qui s'opposaient à lui assez ouvertement. Non, mais c'était pas des gens. C'était le président de la République et l'Élysée. Il faut quand même rappeler les choses comme elles sont. C'était Jean-Louis Debré, là. Si on replace le contexte, la fin du quinquennat de Jacques Chirac, les dernières années, c'est un président affaibli physiquement. Et vous savez comment c'est terrible. La politique, c'est sans pitié. L'UMP comprend que le vieux lion est en fin de course et que le jeune pitbull qui monte et c'est sur lui dont il faut prendre le sillage, c'est Sarkozy. Donc il ne faut pas se méprendre. Moi, je maintiens qu'à la fin du quinquennat de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy est plus puissant que Jacques Chirac. D'accord. Bon, écoutez, ça c'est un point d'histoire et les historiens en débattront. Alors on va en venir maintenant à ce qui est effectivement la révélation, en tout cas accueillie comme la plus sensationnelle de votre livre par les médias depuis 3 jours, qui est donc ce récit indirect selon lequel Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly, aurait reçu des enveloppes de billets chez Liliane Bettencourt. Si vous avez raté les JT, si vous n'avez pas regardé la télé depuis 3 jours, rattrapage. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, l'affaire Bettencourt provoque une nouvelle polémique politique. François Fillon dénonce les allégations de la juge Prévost-Després. C'est un cas de figure sans doute inédit et qui a enflammé la classe politique aujourd'hui. Une magistrate en exercice décide de sortir de son droit de réserve. Isabelle Prévost-Després, autrefois chargée de l'affaire Bettencourt, a donc mis en cause Nicolas Sarkozy. Elle rapporte que 2 témoins auraient déclaré hors procédure qu'il aurait reçu de l'argent liquide. La juge Prévost-Després est-elle allée trop loin? Dans le livre de Fabrice Lhomme et Gérard Davet, elle rend public des témoignages recueillis dans le cadre de l'affaire Bettencourt, sans l'accord des intéressés et hors de tout cadre légal. Ce soir, l'infirmière qui est citée réfute d'avoir parlé de remise d'enveloppe. L'Élysée a qualifié ces accusations d'infondées, mensongères et scandaleuses. Même réaction à l'UMP où l'on veut croire que ce rebondissement ne doit rien au hasard. Je trouve que la manière dont tout cela est dit par Madame Prévost-Després fait bizarre, à quelques mois de l'élection présidentielle.
Il faut le dire tout de suite, sur le plan juridique, c'est nul. Et oui, ça ne vaut rien. Voilà, ça fragilise aussi sa position, parce que tout citoyen, quand il a connaissance d'un délit, est censé avertir la justice. Donc elle a eu connaissance d'un délit de la part de gens qui ne voulaient pas témoigner officiellement. Elle n'a pas fait beaucoup de pression pour que quand même il dépose sur PV. Et puis elle n'a pas prévenu la justice qu'il y avait aussi ces accusateurs-là. Ça fragilise. Ça montre aussi qu'il y a un brouillard psychologique autour de cette affaire. C'est-à-dire que les gens ont peur. Cette histoire d'Isabelle Prévost-Després, c'est une faillite totale du journalisme. Isabelle Prévost-Després dit quelque chose, et puis le journaliste répercute ce quelque chose sans vérifier. Et puis tout le monde s'engouffre dans la brèche, nous y compris. Le journal de TF1 et de France 2 ouvre là-dessus hier soir, 20h. C'est une faillite totale du journalisme, cette histoire. Et il ne faut pas s'étonner de la progression de courants de pensée dits antidémocratiques dans une société où les journalistes eux-mêmes perdent de vue les principes de la démocratie. Alors, mis à part cette toute dernière partie, comme quoi si le Front National monte, c'est à cause de vous, il me semble quand même que sur le fond, l'objection d'Apatie appelle une réponse. C'est-à-dire que le récit est donc le récit d'Isabelle Prévost-Després, magistrate, qui raconte que l'infirmière de Liliane Bettencourt aurait déclaré, hors procès-verbal, à sa greffière, qui le lui a ensuite rapporté, à elle, Isabelle Prévost-Després, que Sarkozy aurait touché des enveloppes. C'est quand même une accusation extrêmement indirecte, extrêmement incertaine. Bon, alors, sans doute qu'au regard du Code de procédure pénale, Prévost-Després aurait dû prévenir le procureur. Article 40, elle a connaissance du fait qu'un délit s'est commis, elle doit prévenir le procureur, mais ça, je dirais, c'est son problème à elle, c'est pas le vôtre. Le vôtre, c'est que vous donnez quand même un écho considérable à ce témoignage de troisième main. Nous, on a une clarté absolue là-dessus. Premièrement, tout ça a démarré par la une de Libération. La une de Libération a axé, a focalisé. Non, mais c'est dans votre livre. C'est dans votre livre, Gérard Davet. Laissez-moi parler. Libération a focalisé là-dessus. Nous, dans ce livre, on prétend... Ils ont eu tort ? Ils n'ont pas qu'ils ont eu tort, ils ont fait leur job, c'est leur choix éditorial. Nous, dans ce livre... Non, mais vous l'approuvez je n'ai pas l'approuvé, c'est leur choix. Non, mais vous êtes journaliste aussi, donc vous pouvez dire, oui, ils ont eu raison parce que c'est énorme. C'est pour ça que je vous explique ça. Moi, dans notre livre, nous avons essayé de décrypter un système. Dans ce système, Isabelle Prévost-Després, qui est un juge à la fois compétent, reconnu et réputé extrêmement intègre, a choisi de nous parler longuement, plusieurs fois, en relisant ses propos. Et évidemment, le petit passage, le très court passage dans lequel elle parle des enveloppes d'argent, elle l'a relu. On lui a posé la question, est-ce que vous êtes sûr, Isabelle ? Oui. Vous lui avez posé quelle question ? On lui a demandé précisément où est-ce que ça en est, qu'est-ce que ça en est. Sur le il y a deux témoins. Est-ce que vous l'avez interrogé sur la date à laquelle l'infirmière aurait fait cette conférence ? Enfin, vous pouvez imaginer qu'on... Non, mais je vous demande. Vous êtes là, je vous demande. Vous l'avez interrogé sur la date ? Sur cet épisode, on lui a demandé... On va pas faire toutes les questions qu'on a pu lui poser, ça va prendre trop de temps, peu importe. Parce que, par exemple, il n'y a pas de date. Dans le livre, on lui a demandé la confidence de l'infirmière à la greffière n'est pas datée. On lui a demandé toutes les précisions possibles. Voilà. Et pas seulement, parce que tout le monde est axé sur l'infirmière. Elle part de deux témoins, elle parle d'un autre témoin direct. Restons sur l'infirmière. Elle les a donnés ? C'est-à-dire, non, pas du tout. Elle ne voulait pas. Est-ce qu'elle a donné la date ? Non, mais c'est évident. On a mis tout ce qu'elle nous a dit. Elle veut garder ses précisions pour la suite de l'enquête judiciaire, c'est-à-dire qu'elle va être convoquée par le juge de Bordeaux et qu'elle va dire très précisément quel est le nom du deuxième témoin qui a parlé d'enveloppe, ce qu'a dit l'infirmière, quelle date, etc. Et la greffière sera entendue, on verra ce qu'elle dit. On verra ce qu'elle dira, je reste persuadé qu'elle va témoigner et dire effectivement ce que lui a dit l'infirmière. Donc on est dans un climat très particulier, dans le sens où l'infirmière, quand elle nie avoir dit ce que Mme Prévost-Després dit avoir dit, dans Marianne, elle précise qu'elle est menacée de mort aussi. C'est pas anodin, puisque Mme Prévost-Després explique le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est qu'elle est saisie du volet abus de faiblesse, donc François-Marie Bagné, pas du financement politique. Donc elle ne peut pas acter ce procès verbal. Et quand bien même elle aurait voulu le faire, les témoins... Oui, et puis même le deuxième témoin, quand bien même elle aurait voulu le faire, elle ne pouvait pas le faire sur le plan judiciaire. Et deuxièmement, parce qu'elle n'était pas saisie de cet aspect-là. Et elle s'occupait de l'abus de faiblesse, reprochait François-Marie Bagné. Là, vous parlez d'Isabelle Prévost-Després, qui ne pouvait pas recueillir le témoignage de... Elle ne pouvait pas le mettre en procédure. Alors après, je ne sais pas comment ça s'appelle juridiquement, mais un juge d'instruction peut toujours demander qu'on élargisse sa saisine. Je crois que ça s'appelle dans le jargon un supplétif, et on a vu plein de juges d'instruction le faire, donc elle aurait pu. Mais justement, alors, c'est le deuxième pan du contexte, c'est qu'à l'époque, les témoins ne voulaient pas parler, bien sûr, puisqu'ils avaient eu à entendre ce qui s'était passé pour Claire Thibault, dont on parle dans notre livre, et ils étaient effrayés. Claire Thibault étant la comptable. C'est déjà un peu loin tout ça, voilà. Claire Thibault, c'est la comptable qui a dénoncé la remise d'argent, la première remise d'argent. Bettencourt, la première à avoir dénoncé la remise d'argent à Mediapart, site auquel vous travailliez à l'époque, et ce qui a donné lieu... Alors, parce que je précise que Claire Thibault
est aussi évidemment une de vos 27 témoins, et qu'elle raconte en détail les conditions dans lesquelles, après cette interview à Mediapart, elle a été recherchée avec beaucoup de célérité et beaucoup de zèle par la police pour l'amener à revenir sur ces déclarations, sur lesquelles elle est revenue d'ailleurs, partiellement. Pas très partiellement. Non, elle est revenue sur un point, le point sensible, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas assisté à une remise d'espèces de Nicolas Sarkozy. Cela dit, je pense que... Fabrice Lhomme, c'est pas rien quand même. Elle dit à Mediapart, tout le monde savait que Sarkozy recevait des enveloppes, et ensuite elle dit non, moi j'ai pas assisté, j'en sais rien. Enfin, je veux dire... Pardon, Daniel, les deux phrases que vous venez de dire ne sont pas contradictoires. C'est là que c'est pour ça que, dans le livre, je pense que c'est expliqué très clairement. Elle dit, depuis le début, de manière continue, sa position, je dirais, quand elle n'est pas maltraitée par la police ou par le parquet, si vous lui demandez, interrogez-la, vous verrez, demandez-lui quelle est sa position exactement, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle sait. Depuis le début, sa position, pour résumer, c'est que, il y avait beaucoup d'hommes politiques qui venaient chez les Bettencourt et tout le monde savait qu'on leur remettait des espèces pour la plupart. Elle dit même, je préparais des enveloppes, on me demandait, monsieur Bettencourt, quand un invité politique arrivait, je donnais l'enveloppe, je sortais de la pièce, quand je ressortais, l'enveloppe était vide. C'est vrai que je n'ai pas assisté aux remises d'espèces. J'ai juste un petit doute pour savoir où allaient les espèces. Deuxièmement, concernant Nicolas Sarkozy, ce qu'elle a toujours dit, elle le maintient, c'est qu'on lui a demandé de l'argent, le gestionnaire de fortune de Mme Bettencourt lui a donné à un moment de tirer beaucoup d'argent pour la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. C'est deux choses différentes. Hein. Les enveloppes remises en liquide à Sarkozy personnellement. Voilà. Et troisième point, sur les enveloppes qui auraient été remises à Nicolas Sarkozy. Personnellement. Bien avant 2007, quand Sarkozy était maire de Neuilly. Exactement. Voilà. Sa position, c'est il faisait partie des invités, on va dire, de Mme Bettencourt, de la maison Bettencourt. Je savais qu'il y avait des enveloppes qui ont été données. Il a pu ou il a dû toucher comme les autres, mais je n'ai pas assisté personnellement, je n'ai pas de vu Nicolas Sarkozy toucher des billets. Voilà. On l'écoute sur ce point précis, Nicolas Sarkozy. Il a été interrogé là-dessus par David Pujadas. On l'a invité pour ce plateau, il n'était pas libre aujourd'hui, donc on écoute son interview à David Pujadas. Deux personnes qui étaient dans l'entourage de Mme Bettencourt affirment qu'effectivement, pendant des années, des dirigeants politiques sont venus à la table des Bettencourt, que certains repartaient effectivement avec des enveloppes en liquide. Est-ce que vous étiez un familier des Bettencourt? Monsieur Pujadas, est-ce qu'ils parlent de moi, ces gens? Ils n'ont pas parlé de vous, en tout cas. Parfait. Ils n'ont pas parlé de moi, ça a été donc. Ça a été mentionné. Ça a été donc un mensonge de plus. Puis la personne a dit, je n'avais jamais dit ça. J'ai lu dans la presse le témoignage du maître d'hôtel de Mme Bettencourt, dont je précise, d'après ce que j'ai lu, qu'il travaillait auprès des Bettencourt depuis 17 ans. Il dit à la police cette chose. En 17 ans, j'ai vu Nicolas Sarkozy au domicile de monsieur et Mme Bettencourt 2 fois, et il précise, peut-être 3. Vous confirmez? Et à chaque fois, ce monsieur le dit, et à chaque fois, c'était soit pour un déjeuner, soit pour un dîner avec plusieurs personnes. Vous m'imaginez venant à un dîner, devant les convives à table, et repartant avec de l'argent? Vous imaginez qu'on peut dire que je suis un intime de monsieur et madame Bettencourt parce qu'en 17 ans, au dire du maître d'hôtel, je m'y suis rendu 2 ou 3 fois, et quand bien même. Et quand bien même. Je crois qu'il faut que chacun revienne à la raison et se concentre maintenant sur l'essentiel. Il a été établi qu'il ment par omission, c'est-à-dire qu'il est venu plus de 2 ou 3 fois en 17 ans au domicile des Bettencourt. Ça a été établi par les différents interrogatoires des différents membres du personnel de Bettencourt. On revient vraiment au cœur, je veux dire, de l'affaire. La façon dont il faut l'apercevoir, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête, puisqu'elle était faite par le procureur Courroy de Nanterre, qui est un proche de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça qu'Isabelle Prévost-Desprez... Sur ce point précis, puisque Prévost-Desprez, rappelons-le, enquêtait sur l'abus de faiblesse. C'est bien ce que vous dites. Absolument. C'est pour ça que justement... L'aspect politique n'a pas été juste volontairement creusé. Et on en revient au contexte. Isabelle Prévost-Desprez ne pouvait pas décemment aller voir le procureur Courroy dans la mesure où ils étaient tous les deux, mais en bisbise, et c'est impossible d'imaginer. Ça n'empêche pas. Non, mais sauf que là, au contraire, moi je ne suis pas là pour donner des leçons et expliquer ce qu'il reste du sport. Je dis simplement qu'en l'occurrence, c'était compliqué. Il y avait un climat. Il faut être clair, nous ne sommes pas les porte-parole de la juge Prévost-Desprez. Nous, on a simplement fait un boulot, dans des places de Jean-Michel Afati, dont j'ai pu apprécier parfois les chroniques, et un peu moins ces temps-ci. Objectivement, on a fait un boulot totalement journalistique sur l'histoire. On a été voir une juge intègre,
réputé, président de la 15e chambre correctionnelle de Nanterre, qui a travaillé 10 ans à Pôle financier. Cette dame nous a reçus plusieurs fois, a relu ses propos. Elle a assumé complètement ses propos. Nous avons fait le travail, nous avons demandé à l'infirmière de nous expliquer les choses. À l'infirmière? Oui, bien sûr, avant, plusieurs fois. Elle a refusé. Elle a refusé. Pour quelle raison? Fabrice vous le dira. La greffière ne pouvait pas parler parce qu'elle est statutairement, totalement, elle ne peut pas parler, voilà. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est d'apporter à la justice un témoignage qui puisse faire progresser l'enquête. Et c'est ce qui va se passer, puisque les 3 personnes dont il est question, l'infirmière, la greffière, la juge Prévost-Després et le témoin dont on ne connaît pas encore le nom, vont tous probablement être convoqués par les juges bordelais et probablement faire le boulot qui aurait dû être fait par le procureur de Nanterre. Alors j'ai une question annexe. Est-ce que vous ne faites pas prendre des risques considérables à cette personne, à cette infirmière? On a parlé du climat dans lequel se déroule l'affaire. Est-ce que maintenant, après la sortie du livre, elle n'est pas exposée à toutes sortes de mésaventures Bonne question, mais sur ce point précis, je pense que c'est plutôt l'inverse, puisqu'elle-même dit aujourd'hui à Marianne, avant même la sortie d'Isabelle Prévost-Després de notre livre, elle dit à Marianne, elle a été menacée de mort. Pourquoi? Mais c'est pour ça qu'il faut reprendre la chronologie, ce qui est très intéressant. C'est que quand on contacte l'infirmière, c'est avant qu'Isabelle Prévost-Després nous l'interrogions dans le cadre du livre. Pourquoi? Parce que Gérard et moi enquêtions sur l'affaire Bettencourt, comme vous le savez, on était vraiment au cœur de l'histoire, et il nous est arrivé à un moment, aux oreilles, par des sources, comme on dit, bien placées, qu'il y avait des personnes qui méritaient d'être interrogées par nous éventuellement, et qui savaient des choses très compromettantes. Nous, on est journaliste, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Exactement comme j'avais contacté Claire Thibault quand on m'avait dit « Ah, vous savez, Claire Thibault, s'il y en a une qui sait ce qui se passe à la maison, c'est ça. » Et parmi ces gens, il y a l'infirmière. Donc, moi, je me rappelle très bien, c'est moi qui avais pris contact directement avec son entourage. 2 personnes que je ne citerai évidemment pas, 2 personnes qui la connaissent très bien, 2 personnes qui, l'une et l'autre, m'avaient dit c'est une personne qui clé, qui sait beaucoup de choses. Donc, par cet intermédiaire, j'ai demandé, je voudrais la rencontrer, nous voudrions la voir. Les 2 personnes sont venues avec le même message, elle est morte de trouille, elle ne veut voir personne, elle ne veut parler à personne, elle ne parlera à personne. Elle est morte de trouille pour quelle raison? Parce que du climat qui pesait sur les témoins. Le climat qui pesait sur les témoins, parce qu'elle sait des choses qui la mettent en danger. Est-ce qu'il est exact qu'elle est d'origine étrangère? Ou d'après, moi je l'ai jamais rencontré physiquement, d'après la consonance de son nom, on peut le supposer, mais je vois pas le... on nous dit, parce que Sébastien Rochat a essayé d'enquêter pour connaître les raisons pour lesquelles elle n'avait pas, 1, témoigné devant la justice, et 2, pour lesquelles elle était si réticente au contact avec la presse. On nous dit qu'elle est d'origine camerounaise et qu'elle peut redouter des représailles en termes de... Mais tout est... je sais pas, non mais vous le savez ou pas? Je n'en sais pas plus que ce que vous savez, voilà. Et moi, je suis, comme disait Jacques tout à l'heure, j'aime mieux être certain d'avancer les choses. Je ne sais pas si elle redoute des représailles, mais honnêtement, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être d'origine camerounaise pour avoir peur. Oui, enfin, disons, vu cette affaire, ça en rajoute. Ça n'aide pas. Ça en rajoute. Est-ce qu'il est exact qu'après être passée au service des Bettencourt, elle était au service de Pierre Berger, actionnaire du Monde, pour s'occuper de sa mère? Vous parlez de l'infirmière? Oui. J'en ai absolument aucune idée. C'est vous le savez première fois qu'on me dit une chose pareille. Non, mais c'est aussi une des choses qu'on a et que je recoupe auprès de vous. D'accord. Mais vous n'en aviez pas? D'accord. Alors là, voilà. 2 petites choses, si j'ai 5 minutes. Ah oui, bien sûr. 2 minutes. Sur ce qui est, à mon avis, le plus important, c'est-à-dire que j'entendais ce que disait, enfin, peu importe ce que dit Apathy, c'est pas très important, mais il y a eu des critiques qui ont été, on va dire, plus pertinentes, car plus venant de personnes, on va dire, qui travaillent vraiment sur les enquêtes sensibles. Et qui sont mais qui sont toutes sortes des confrères. Mais les critiques, je veux dire. Non, mais quelle critique? Des interrogations sur le fait de savoir. C'est pas des critiques en fait. Nous-mêmes au sein. Fallait-il publier? Exactement. Et ça, oui, c'est un peu le sens de mes questions. Bon, alors, non, mais la réponse. Moi, un quart d'heure. Oui. Si je puis me permettre. Réponse aussi. Non, mais si je puis me permettre, je réponds en général très clairement aux questions. Et pour une fois, j'ai envie de transformer ma réponse en simple question, évidemment. C'est de dire, est-il imaginable, sérieux, qu'un journaliste recueille les propos d'une magistrate, qui est une des magistrates, on va dire, les plus célèbres de France, qui est réputée plutôt pour être une magistrate alors, totalement intègre, complètement indépendante, mais là, sérieuse. Excusez-moi, c'est pas la magistrate qui vous parle, c'est un témoin qui vous parle. Non, c'est la magistrate qui parle. Mais non, puisqu'elle fait état de quelque chose qui judiciairement n'existe pas, et tort procès-verbal. Si je puis me permettre de terminer ma réponse en forme de question. Peut-on imaginer sérieusement qu'une personne qui a cette, on va dire, cette envergure-là, et qui par ailleurs nous parle de l'affaire qui a juste été l'affaire d'État de l'année 2010 et qui nous donne des révélations qu'elle assume, qu'elle revendique et qu'elle continue d'assumer aujourd'hui. Est-ce que
c'est possible pour un journaliste de dire « bah non, on ne va pas publier ça ». Moi, je pense que ne pas le publier, c'est une faute professionnelle. C'est impossible, c'est impossible. L'avis du journaliste que vous êtes, Jacques Espérandieu? L'avis du journaliste, il va vous décevoir. Je n'ai pas le 10e de la connaissance qu'ils ont de cette affaire, bien entendu, tous les deux. Et deuxièmement, je n'ai pas lu le livre, en dehors de la partie me concernant, puisque je n'ai vu ce livre que hier soir tard. Donc voilà, laissez-moi lire le livre, et puis je reviens quand vous voulez pour vous dire ce que j'en pense et savoir s'il fallait publier ou il ne fallait pas publier. Je connais les deux journalistes depuis longtemps, on a travaillé ensemble au Parisien, et j'ai plutôt tendance à leur faire confiance quand même. Yannick Blanc, une réaction sur cette question simplement, journalistico-politique pour dire que dans l'affaire qui me concerne, je sais qu'il est parfois extrêmement long et extrêmement compliqué de parvenir à la vérité, et qu'en effet, il y a un climat. Il y a un climat, et c'est un climat qui joue dans les deux sens. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais du zèle imbécile. Dans ce climat, il y a des gens qui font du zèle. Lorsque un préfet mobilise des moyens extraordinaires pour renvoyer au Kosovo un gamin qui est en train de mourir parce qu'il est polyhandicapé, je veux dire, on est complètement sur le terrain du zèle imbécile. Et inversement, je veux dire, ceux qui ne sont pas du côté du zèle, ils sont plutôt du côté de la crainte. Et dans ces conditions-là, établir la vérité, c'est encore plus difficile. Est-ce que je peux ajouter une chose? Non, mais parce que c'est pour nous, je pense, le plus important, et je pense que, comme vous aimez bien décrypter des interventions journalistiques, des livres ou des articles, on est au cœur du sujet. De notre point de vue, il est un peu décevant et anormal que ces quelques lignes fassent oublier le reste et ce qui est notre je suis complètement d'accord notre démonstration, on va dire. Je suis complètement d'accord. Je comprends qu'on médiatise ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est un poil excessif, on va dire. Voilà. On va se parler franchement. Je suis complètement d'accord avec vous et je pense que votre livre est passionnant, totalement réussi. Mais ce qui est passionnant et totalement réussi, c'est l'ensemble. Mais effectivement, il ne faut pas se voiler la face. S'il n'y avait pas eu l'étincelle médiatique, le déclic, la locomotive, je ne sais pas comment l'appeler, Sarkozy a touché des enveloppes et on peut faire la une de Libé avec, il n'aurait pas eu le 10e, malheureusement, de l'impact. Alors, c'est toujours un peu compliqué aujourd'hui de venir dire je regrette beaucoup qu'on parle que de ça, et vous savez très bien que s'il n'y avait pas eu ça, on en aurait moins parlé de votre livre. Alors, non, juste sur ce point, alors peut-être qu'on est naïf, ou que... Vous savez, moi, c'est mon 4e livre, même le 5e, si j'inclus le livre collectif de Mediapart sur l'affaire Bettencourt, donc j'ai un petit peu une expérience des livres de journalistes qui contiennent parfois des informations nouvelles. Je peux vous dire qu'à chaque fois, je me plante. À chaque fois, avant la sortie d'un livre. À chaque fois, je me plante. C'est-à-dire que je pense qu'il va se passer telle ou telle chose et ça se passe jamais comme ça. J'ai sorti un livre qui s'appelle... Là, par exemple, la confidence d'Isabelle Prévost-Després sur les enveloppes de Sarkozy, quand vous la recueillez, vous ne prévoyez pas tout de suite que ça va être le... Elle semble importante, mais ce qui nous intéresse, c'est la tessiture générale. Je ne pensais pas que ça allait être le déclencheur, très sincèrement. Et il y a un indice qui va vous... C'est Libé qui décide de faire sa une là-dessus. Vous n'êtes absolument pas consulté à aucun moment. L'éditeur n'est pas consulté. Mais Libé choisit ce qu'il veut faire. Non, bien sûr. Mais ils ont eu l'ensemble du manuscrit. Oui, mais il y a un indice qui le montre de manière irréfutable, ce qu'on dit là. Les extraits du livre, en quelque sorte, ont été publiés simultanément dans Libération et dans l'Express. Regardez le traitement de l'Express, c'est le même jour. Il y a un petit bandeau à la une qui dit, je crois, 27 personnalités parlent ou accusent Sarkozy, etc. Dedans, il y a un petit chapeau de Christophe Barbier, le directeur de la rédaction, qui explique la démarche, etc. Et il y a 5 ou 6 extraits, dont Isabelle Prévost-Després, mais qui n'est pas spécialement mise en valeur. Ça passe comme ça, et je dirais que ça restitue plutôt l'esprit du livre. Donc je pense que l'Express a eu le même... Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est facile de dire après, évidemment, on savait que ça allait... Tout ça. Non, honnêtement, je ne pensais pas que... Ça ne me dérange pas, très concrètement, ça ne me dérange pas qu'il y ait de la pub autour du bouquin. Non, j'imagine que ça vous dérange pas. Mais en revanche, ce qui nous dérange, c'est que d'autres révélations qui nous semblent essentielles, qui figurent dans ce livre, soient passées sous silence. Par exemple Par exemple, un jour, il y a un conseiller de l'Élysée, très proche de Sarkozy, un conseiller judiciaire de l'Élysée, qui appelle... Qui s'appelle Jean-François Picard, je crois. Picard, qui appelle David Sénat, conseiller technique au ministère de la Justice. De Michel Alliot-Marie. Tout à fait, en lui demandant, est-ce que tu n'aurais pas des bouts de procédure concernant l'affaire Intel? Parce que dedans, il y a Olivier Metzner. Olivier Metzner, c'est l'avocat de Villepin. L'idée, c'est évidemment d'obtenir des bouts de procédure pour gêner Villepin et Metzner, en faisant fuiter le truc. David Sénat refuse de le faire. Cela dit, qu'est-ce qui se passe quelques temps après? Faut être clair, on ne peut pas toutes les résumer parce qu'on a beau être sur Internet, on est quand même un tout petit peu limité par le temps, mais votre livre
fourmille de révélations absolument sidérantes. Ah, non, mais à vous poser, qu'est-ce qui a prévalu dans l'ordre là? Parce qu'effectivement, Isabelle Prévost-Després, qui est le cœur du bouquin jusqu'à présent, arrive. Il peut poser sa question. Arrive assez loin. Donc, qu'est-ce qui a prévalu sur ça? Non, mais c'est très intéressant. En fait, j'avais pas pensé à ça. C'est pas alphabétique. Non, mais exactement. C'est une très bonne question. Jacques Espérandieu fait allusion à l'ordre des noms sur la 4e de couverture. François Rose va zoomer. On va peut-être les lire, voilà. Non, mais en fait, si c'est par ordre d'importance, j'arriverai avant Isabelle Prévost-Després. Évidemment. Je ne conçois pas, évidemment. J'aurais été premier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cette question répond à la précédente. C'est bien la preuve que pour nous, c'était un livre. On voulait démonter un système. On ne voulait pas mettre une personne en avant. Sinon, évidemment, on aurait commencé par les plus connus, etc. Et donc, on a décidé, comme on faisait un livre où on décryptait, en fait, comment des hommes et des femmes ont été brisés par un moment pour s'être opposés ou s'être mis en travers de la route de Nicolas Sarkozy. Ou l'avoir vexé. Ou l'avoir vexé. On a dit, on va restituer ces aventures humaines de manière humaine. Et l'ordre qui a été finalement décidé, c'était au fil des rencontres. Voilà, tout simplement. Lorsque vous avez eu le témoignage de la juge Isabelle Prévost-Després, est-ce que vous n'avez pas été tenté de changer la nature du livre? Non, de faire quelque chose non, parce que quand on lit ce témoignage, moi ce qui me passionne le plus, et ça va vous surprendre, vous êtes un journaliste dit d'enquête, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle vit, la pression qu'elle a, le divorce conflictuel dans lequel elle est, et les pressions du parquet pour utiliser ce divorce, ses enfants, enfin, son métier qu'elle raconte, c'est ça qui me touche, ça qui me choque. Et pourtant, moi je suis un journaliste je traque l'info. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et dans ce qu'a vécu Denis Blanc, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qu'il a vécu. De la même manière que dans le témoignage de la comptable Claire Thibault, qui est, à mon sens, un des plus forts du livre, le récit dans les détails de la manière dont les policiers de la brigade financière vont la chercher en Provence, est tout à fait... voilà, c'est tout à fait sidérant. Alors David Sénat, je le rappelle, conseiller de Michel Alliot-Marie, qui est effectivement ce conseiller avec qui vous étiez en contact, ce qui a justifié l'enquête sur vos appels téléphoniques et sur les siens dont on parle ces jours-ci, effectivement, puisqu'il semble là que l'instruction soit sur le point de démarrer vraiment, on va dire, c'est bien ça. Voilà. David Sénat, c'est aujourd'hui un homme qui n'a quasiment plus de travail. Enfin, il est salarié ministère de la Justice, mais plus personne ne le calcule. Et voilà, c'est un type qui a été sacrifié sur l'autel d'une raison d'État, alors que rien aujourd'hui ne vient prouver qu'il était la source du monde dans l'affaire Bettencourt. C'est invraisemblable, quoi. Ouais. Et pour vous dire justement, même pas le making-of, mais pour que vous sachiez ce qu'on avait en tête, je me souviens très bien de discussions avec Gérard, on va dire dans les semaines ou surtout les jours précédant la sortie. On se disait, mais finalement, qu'est-ce qui va peut-être retenir l'attention? Qu'est-ce qui va prendre? On n'a pas pensé à Prévost-Després, je vous l'assure. On a pensé prioritairement à Julien Drey, Aurélie Filippetti et David Sénat, pour des raisons qu'on pourra expliquer, mais c'est pour vous dire, vraiment. Aurélie Filippetti, je le résume pour ceux qui n'ont pas lu le livre, Aurélie Filippetti soupçonne l'entourage de Sarkozy d'être à l'origine des fuites sur ces problèmes conjugaux. Ces problèmes conjugaux, sur une plainte qu'elle avait déposée pour violence conjugale contre son compagnon. Voilà, exactement. Ouais. Et bien là, on rejoint un petit peu le cas de Jacques quelque part, c'est-à-dire que c'est une personne, lorsqu'on la voit, donc je résume très facilement, qui se plaint du fait qu'elle a plus que mal vécu le fait qu'elle ait déposé cette plainte qui concerne quand même sa vie privée et que ce se soit retrouvé dans la presse, dans le Figaro, pour ne pas le nommer, c'est sans doute pas un hasard, et qui se dit, mais c'est comment, pourquoi, qui, est-ce que le pouvoir n'est pas derrière ça? Elle est dans l'interrogation. Et comme Jacques, elle ne veut pas accuser sans preuve à ce moment-là. Mais le problème, c'est que nous, quand on la voit, nous, c'est pas ça. Nous, on lui dit, nous, on sait. On le sait, puisque nous... Vous savez, ça veut dire quoi? Mais moi, très concrètement, un jour, je reçois un coup de fil d'un personnage qui est très proche de Sarkozy, très proche de l'UMP, très proche du réseau policier en même temps. Cette personne, moi je suis journaliste d'enquête, donc je fréquente beaucoup de gens. Voilà. Cette personne m'appelle, me dit, tiens, viens me voir, j'ai un truc à te montrer. Voilà, je vais le voir. Pareil, je fais mon travail. Que me montre-t-il? Il me montre le dépôt de plainte d'Aurélie Filippetti contre Thomas Piketty, qui était à l'époque son compagnon, et ils étaient tous les deux dans le cercle très restreint, très proche de Ségolène Royal. Ne Et il me dit, t'as vu, ça c'est pas mal et tout. Je lui dis, écoute, je rentre au journal. C'est un membre du cabinet de Nicolas Sarkozy? Je ne dirai pas plus, je ne donne pas mes sources. Donc je rentre. Non, mais c'est pour évaluer le degré de proximité. C'est très proche. C'est facile de dire c'est une très grande proximité. Mais amicale ou fonctionnelle, la proximité? Très proche.
Mais c'est pas pareil, vous êtes bien d'accord? Oui, mais je vous dirai pas plus. Très proche. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bien placé pour obtenir des... Vous voyez ce que je veux dire? Il ne colporte pas des ragots, parce que quelque part, il a des éléments... Non, mais il vous montre la pièce, de toute façon. Stéphane, il vous montre la pièce, il vous montre J'ai absolument tout. Si il vous montre la plainte. Bien évidemment. Voilà. Et je reviens au journal Le Monde, j'en parle avec Françoise Fressoz, rédacteur chef service politique à l'époque, et je lui dis, écoute, moi ça me paraît absolument détestable comme procédé, etc. Voilà, je ne veux rien faire là-dessus. Voilà. Mais je pense que ça sortira ailleurs, voilà ce que je lui dis. Et elle me dit, oui, mais on s'en fout. Et je lui dis, tu as bien raison. Voilà. Enfin, on s'en fout pas que ça sorte ailleurs, on s'en fout de... On s'en fout de... Voilà. On s'en fout. On ne va pas se faire l'écho de ce genre d'histoire. On rentre évidemment pas là-dedans. Et un mois après, elle va déposer plainte, elle va enregistrer sa plainte très concrètement dans les services de police. Et elle ressort dans les services de police, le lendemain, c'est dans le Figaro. Voilà, concrètement comment se passent les choses. Voilà. Donc moi je peux vous garantir que ce qui est arrivé au Figaro, c'est arrivé par un biais élyséen, c'est une certitude. Voilà. Et c'est pas la première fois. Encore une fois, vous avez vu dans le livre, il y a plusieurs exemples comme ça. On pourrait revenir sur Claire Thiboult, le PV tronqué qui sort dans le Figaro. Voilà, tous les canaux sont utilisés. Et sur l'affaire Filippetti, je peux même préciser que moi, ça m'était arrivé par un canal. À l'époque, je suis à Mediapart, Gérard est au Monde. On est encore dans deux journaux différents. Cette affaire m'a été évoquée. Mais alors, moi, c'est moins direct que Gérard, c'est-à-dire que lui, c'est la source directe. Moi, c'est par quelqu'un qui avait une source très proche de Sarkozy qui lui a dit cette personne-là, cette information, elle n'en voulait pas, elle m'en a fait part. Et moi, dès que j'ai su ça, j'ai trouvé ça très choquant. Et évidemment, j'ai pas traité ça. Voilà. Donc, quand vous interviewez Aurélie Filippetti, finalement, c'est vous qui lui apprenez que l'Élysée est à l'origine de la fuite. On lui confirme. Elle s'en doutait, mais vous lui confirmez. Exactement. Et il y a d'autres cas. Julien Drey, c'est la même chose. Julien Drey, quoi. Pareil. Donc Julien Drey, pour résumer... Parce que, entre guillemets, on vous avait proposé l'affaire, et ce qui vous permet de savoir effectivement qui est à l'origine. On est vraiment très bien placé pour le dire. Julien Drey, même chose, même si ça n'a pas eu le même résultat exactement, mais nous, quand on va voir Julien Drey, donc Julien Drey qui a été mis en cause dans une affaire financière pour des mouvements de fonds un peu suspects sur ses comptes, très bien, ça s'est fini par une décision, on va dire, intermédiaire entre la sanction et le blanchiment total, le rappel à la loi, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que quand il a ses ennuis, quand la justice commence à enquêter, personne n'est au courant, la presse n'est absolument pas au courant. Nous, et encore c'est Gérard qui était très bien informé, et je l'en félicite, eh bien c'est à lui qu'on propose de sortir l'histoire. Et qui lui propose, voilà. Pareil, une source proche de l'Élysée. Ok. Bah écoutez, merci. Tiens, j'ai une dernière question qui n'a pas directement à voir avec votre livre, mais j'en profite puisque je vous tiens. Mediapart multiplie depuis le début de l'été les révélations sur un personnage qui s'appelle Takieddine, et qui est un intermédiaire dans un certain nombre d'affaires de vente d'armes, enfin, qui est impliqué dans beaucoup d'affaires, et révélations sur lesquelles, à ma connaissance, Le Monde n'a pas écrit une ligne. Pardon ? On a dû faire un repère, je crois. Deux fois, je crois. Mais pas en gros, oui. Mais pas en gros. Et Mediapart est furieux et se demande les raisons de ce silence. Alors franchement... nous, on ne se pose jamais de questions sur la politique éditoriale de Mediapart. Il ne viendrait pas à l'idée de leur demander pourquoi ils n'exploitent pas le bouquin, par exemple. Chacun fait son choix. Simplement. Bon, alors ça, c'est le tacle en réponse. Voilà, mais maintenant, la vérité, c'est sur Takieddine. Tout ce qui est sorti par Mediapart est très intéressant. Je l'ai dit d'ailleurs à Arrêt sur Image. C'est un travail d'enquête qui est vachement intéressant. Simplement, il ne faut pas oublier que dans un livre remarquable écrit par mon collègue Fabrice Lhomme et Fabrice Arfi à l'époque à Mediapart, tout ce qui figurait sur Takieddine était déjà dedans. La proximité est copée. Tout ce que Mediapart a publié cet été... L'essentiel. Non mais soyons clairs. L'essentiel. Il y a plein de détails, même de nouvelles anecdotes qui étaient totalement inconnues. Voilà. Bon, bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord. Tout était dans le livre ou pas? Non, mais l'essentiel, c'était quoi? C'était la proximité de Takieddine. Oui, avec les réseaux Sarkozy. Les réseaux Sarkozy, Scopé, Hortefeux et compagnie. C'était longuement décrit dans le contrat. Voilà. Donc, ce qu'ils font, c'est très intéressant, etc. Mais nous, on a jugé au Monde qu'on avait déjà parlé de cette histoire-là, que ça nous intéressait et qu'on ferait probablement, quand on aurait nous aussi accès à des informations
plus concrètes, des trucs plus nouveaux, plus récents, on bosserait dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on bosse dessus. Vous êtes d'accord avec cette position de votre nouveau journal qui mais fâche fort votre ancien employeur? Mais non, mais le problème, c'est que ce n'est pas la position de mon journal, c'est la mienne. Moi, j'assume totalement, voilà. et je pense que je suis assez bien placé pour le dire, parce que j'ai écrit un livre sur l'affaire, donc c'est quand même assez paradoxal. Donc, sauf à penser que finalement, je dise, tout ce que j'ai écrit il y a un an, c'était faux, et cette histoire n'a aucun intérêt. Non, simplement, Mediapart, c'est pas Le Monde, comme Le Monde, c'est pas Libération, etc. Mediapart, déjà, c'est un site internet qui a, on va dire, qui a la place de pouvoir faire des papiers très très longs, qui peut. Non, mais je veux dire. Mais attendez, le manque de place, franchement, attendez, vous manquez pas de place. Non, mais vous comprenez pas ce que je veux dire. C'est que la hiérarchie de l'information est totalement différente, totalement différente. Si j'étais à l'Obs, je réagirais encore autrement, et si je travaillais aux Inrecuptibles, je réagirais autrement. Après, sur le fond des révélations qui sont distillées au compte-gouttes par Mediapart, déjà, on a envie d'attendre la fin. Non, mais distillées au compte-gouttes. Ben oui, puisque c'est un feuilleton, donc on a envie aussi d'attendre la fin pour rassembler tout et voir ce qu'on en pense. C'est mieux, plutôt que de faire au jour le jour des choses qui apportent des précisions sur des choses qu'on savait. Donc voilà. Après, moi, je pense que voilà, ça ne veut pas dire que leur travail est mauvais, mais sincèrement, c'est. Enfin, bon, moi, j'ai pas envie de rentrer dans des polémiques entre médias, parce que si on commence chacun à regarder comment... Elles sont légitimes. Non, mais comment... Si vous étiez encore à Mediapart et que vous étiez dans ce feuilleton et que Le Monde n'en disparaît pas, vous seriez... pas réagi comme ça, je peux vous le garantir. Non, ben moi, je suis désolé, j'attaque pas les autres médias pour leur donner des leçons de journalisme, pour leur dire, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Je suis pas en train de dire, est-ce que j'ai dit, par exemple, c'est bizarre, Le Figaro ne parle pas de notre livre, ou alors uniquement en mal. Non, ils font comme ils veulent. Ils sont... Non, mais je veux dire, très sincèrement, ils sont dans leur logique, c'est respectable. Est-ce que le Nouvel Obs doit faire ça? Est-ce que l'Express fait ça? Peut-être que Le Point, par exemple, la semaine prochaine, je donne un exemple, on n'en sait rien, donc au moins on peut dire qu'on est objectif. Le Point, je prends un exemple au hasard, peut-être que dans le Point de la semaine prochaine, il n'y aura pas un mot sur notre livre. C'est possible. Peut-être que ce sera la couverture, peut-être qu'il y aura 6 pages, 2 pages, 1 page. Peut-être qu'il n'y aura pas un mot. Aucune indication. Non, mais je prends un exemple au hasard. Au hasard, totalement au hasard. Non, mais si, sincèrement, prenons un autre si vous voulez. Prenons le Nouvel Obs. Le JDD, on ne sait pas ce qu'il y aura. Le JDD, non, mais prenons n'importe quel. Disons le Nouvel Obs, voilà, c'est comme si vous avez. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Imaginons qu'il n'y ait rien. Bon, qu'est-ce que je voulais? Je ne vais pas aller faire une déclaration publique en disant quand même, c'est pas normal que Nouvel Obs. Certes, en même temps, pardonnez-moi, vous avez été bien servi depuis 3 jours. Ah oui, non, mais non, mais je me plains pas. Non, mais juste, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est toujours, comment dire, moi je suis mal à l'aise du fait de pleurer, du fait que tel ou tel média ne reprend pas les informations, etc. On peut se le dire entre nous, mais c'est pas la peine publiquement. Surtout dans votre situation actuelle, dans laquelle, on peut le dire, les médias n'ont pas étouffé votre livre. Ah, ça c'est moi, mais j'ai jamais dit le contraire. Je veux dire par là, on peut le dire comme ça. Chacun fait comme il veut, chacun travaille comme il veut, et voilà, et Mediapart, pour conclure quand même, pour le dire, sur l'affaire Taqiyouddin, ils font un très bon travail, très intéressant. L'un n'empêche pas l'autre. C'est bien clair, et le message est passé. C'est intéressant. Ce que vous disiez, c'était que Mediapart se plaignait que Le Monde ne répercute pas assez, donc le site se plaignait que le papier ne vole pas assez à son secours, ce qui est plutôt contradictoire par les temps qui courent, et c'est intéressant, je trouve. Eh bien, terminons par cette réflexion effectivement intéressante sur la répartition des rôles entre les médias dans le paysage médiatique d'aujourd'hui. Merci à tous les 4 et à la semaine prochaine.